veux bien vous parler de mensonges révolutionnaires, parce que ça c'est vraiment un que j'ai étudié, mais ma période d'étude habituelle, c'est quand même plutôt avant la Révolution que pendant. Hein, il faut quand même avoir ça en mémoire. Voilà. Alors, le cas de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est un personnage qui est assez connu dans certains milieux, notamment les milieux de l'éducation. Saint-Fargeau, c'est un très joli château, un très très beau bourg, très joli village dans mon coin, en Puisay, dans l'ouest de la Bourgogne. Et ce monsieur est mort à quelques heures de distance du roi. Voilà, il est mort le 21 janvier 1793. Et concernant sa mort, a priori, il n'y avait pas de mystère. De quoi s'agit-il? Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était ce qu'on appelait un grand aristocrate. C'était un monsieur très riche, il était comte. Et il avait fait une carrière assez brillante en tant que magistrat au Parlement de Paris, avant la Révolution française. Et c'est un aristocrate qui, pendant toute la Révolution, a émergé à la gauche de la gauche de la gauche. Il faut le savoir quand même. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était un ami de Robespierre. Et quand Saint-Fargeau est mort, Robespierre a dit: quelle différence y a-t-il entre Lepelletier et moi que la mort? C'est-à-dire que Robespierre se revendiquait une proximité très très forte avec Lepelletier. Alors pourquoi disait-il Lepelletier? C'est parce que c'est ce monsieur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau qui, pendant la Révolution, a décrété qu'à partir de maintenant, nous allons tous nous appeler par notre patronyme et laisser tomber les particules. Enfin, c'était un monsieur qui a voulu, vraiment, qui a accompagné la Révolution et qui a voulu être à la pointe de toutes les innovations susceptibles de faire oublier de quel milieu il était issu. Alors, on raconte de sa jeunesse une anecdote tout à fait savoureuse qui s'était passée pas très longtemps avant la Révolution, c'est-à-dire en novembre 1787. Et alors là, l'anecdote est donnée pour absolument authentique, puisque ce monsieur, ayant fréquenté des milieux très huppés, il y a énormément de gens qui se sont exprimés sur lui après sa mort. Et cette anecdote est particulièrement savoureuse. On raconte que quand il était jeune, riche et à la mode, il avait à ce moment-là, je crois, 27 ans. Oui, c'est ça. Il avait 27 ans en 1787. Il a été invité un jour de novembre à venir passer. Alors, novembre, c'était la période des vacances du Parlement. Les juges prenaient leurs vacances au mois de novembre. C'est comme ça. Voilà. Ils siégeaient tout l'été et en novembre, ils faisaient relâche. Donc, le jeune Michel Lepelletier de Saint-Fargeau arrive retrouver quelques magistrats dans une propriété appartenant à Hérault de Séchelles, qui était lui aussi un monsieur très huppé avant la Révolution. Il a lui aussi viré Casaque. Et Lepelletier arrive le matin et il annonce qu'il vient passer 8 jours. Voilà, il vient passer 8 jours chez ses amis, à la fois Hérault de Séchelles et quelques magistrats. Et parmi ces magistrats, il y a un procureur. Alors, un magistrat et un procureur, c'est pas pareil. Procureur, c'est en dessous. Hein. Magistrat, c'est le haut du panier. Et le procureur, c'est en dessous. Et ce procureur s'appelle Vitry. Quand Saint-Fargeau arrive, il salue tout le monde, il est gai, il est guilleret, et il dit qu'il vient passer 8 jours. Il est tout content. Ça se faisait beaucoup dans ce milieu-là. On débarque chez les gens, on reste quelques jours et on honore la compagnie de sa présence. Et quand il va déposer ses affaires, et Hérault de Séchelles dit en aparté, dès qu'il a disparu, je vous parie qu'il ne restera pas à déjeuner. Oh, il dit, je le connais, il ne restera pas à déjeuner, vous allez voir ce qui va se passer. La cloche appelle pour déjeuner, toute la bonne compagnie se rassemble dans la salle à manger, et on voit Saint-Fargeau qui fait la tête. Oh, il a l'air très, très, très perturbé. Il sort, il se lève de table, il sort, il revient tout à fait renfrogné. Et une demi-heure plus tard, son valet arrive, l'appelle, lui apporte un courrier de la plus grande urgence. Il se lève, il lit le courrier, il s'excuse et il s'en va. Une urgence, une affaire de la plus haute importance et il s'en va. Et dès qu'il a tourné le dos, Hérault de Séchelles éclate de rire en disant « Je le savais ». Je savais qu'il n'accepterait jamais de déjeuner à la même table qu'un procureur. Et la citation a été « Monsieur le président de Saint-Fargeau ne voulait pas, ne pouvait pas dîner à la même table que Vitry, un simple procureur. C'était pour lui une diminution de dignité. » Voilà, alors le grand futur révolutionnaire, 2 ans avant la Révolution, c'est comme ça qu'il se comporte. Et alors, ça fait rire les gens autour, parce que les gens de son milieu, eux, ne considèrent pas qu'il déroge en déjeunant avec un procureur, ou peut-être même avec d'autres gens. Mais lui, c'était véritablement sa marque de fabrique, et ça faisait bien, ça amusait beaucoup ses amis. Voilà. On a quelques anecdotes sur la façon dont il s'est comporté pendant la Révolution, qu'il a rejoint pratiquement immédiatement. Il a, dès la nuit du 4 août, renoncé à tous ses privilèges haut et fort.
haut et fort. Le 4 août, quand on a dit on va abolir les privilèges, il a dit moi j'abolis, j'accepte de renoncer à tous les privilèges indus. Croyez bien, l'abolition des privilèges, je ne peux pas vous en parler en détail ce soir parce que c'est vraiment pas mon sujet, cet après-midi, c'est pas mon sujet et je voudrais pas dire des bêtises, mais l'abolition des privilèges a été quand même une énorme arnaque. C'est-à-dire que les gens qui avaient des privilèges auxquels ils ont renoncé immédiatement, c'est ceux qui ne mangeaient pas de pain d'y renoncer, et tous les bons privilèges susceptibles d'apporter beaucoup d'argent, croyez bien, ils les ont conservés. Et la paysannerie s'est largement fait avoir à ce moment-là. Mais toujours est-il que de dire à ce moment-là, le 4 août, je renonce à mes privilèges, c'était se mettre du bon côté de la révolution, donc de l'opinion. Parce que l'opinion, c'est quelque chose qui existe, qui commence à exister particulièrement à ce moment-là. Pendant la fête de la Fédération c'est 1790, vous avez les fédérés qui se sont retrouvés, les fédérés c'était la garde nationale, la fédération de la garde nationale, qui se sont retrouvés à Paris, et Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, qui possédait un magnifique hôtel particulier qu'on peut encore voir aujourd'hui à Paris, hein, l'hôtel de Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était une magnifique demeure, il a reçu les fédérés de Lyon, qui était son département, il les a reçus, il les a régalés chez lui. Voilà. Alors 2 ans avant, il ne voulait pas manger à la même table qu'un procureur, mais la révolution a démarré, et là, il veut bien recevoir toute la garde nationale, c'est-à-dire la petite bourgeoisie en armes de ce moment-là, et il les a régalés pendant 2 jours. Quelques années plus tard, on le verra carrément porter le bonnet phrygien, quoi. Il suivra toujours le mouvement comme il faut. Voilà. Il dira, quand on lui demandera, mais enfin, je ne sais pas si on l'appelait Monsieur le Président ou Monsieur le Comte, enfin, ou Monsieur Lepelletier, ça vous fait quoi cette évolution? Et il dira, représentons le peuple si nous ne voulons pas qu'il se représente lui-même. On appellera ça un grand démocrate. Je trouve que c'est un élan de sincérité qui est quand même assez intéressant. Si on ne le fait pas à leur place, ils vont le faire. Et ça, Dieu ne plaise, il n'en était pas question. Voilà. On a le jugement d'un de ses anciens confrères, c'est-à-dire d'un magistrat qui avait siégé avec lui au temps où il était au Parlement, qui disait « Saint-Fargeau se plaça peu à peu, mais toujours silencieusement, dans la majorité de l'Assemblée, c'est-à-dire au sein du parti qui faisait la Révolution. Mais hors cet assentiment, il ne se mêlait de rien et passait presque toutes ses soirées au club, n'ouvrant jamais la bouche sur aucune question politique, uniquement occupé à jouer au billard et y perdant avec sang-froid beaucoup d'argent. » C'est-à-dire que Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, on ne connaissait pas ses opinions. Il était toujours de l'opinion du parti qui avait le pouvoir. Il avait un jeune frère qui s'appelait Félix, et qui a fait beaucoup pour faire connaître, une fois que Michel est mort, Félix a fait énormément pour la mémoire de son frère adoré. Et Félix rapporte qu'un des membres de leur famille, qui étaient eux, restés des aristocrates qui n'avaient pas du tout embrassé la Révolution. Alors, Félix était encore plus à gauche que Michel, si c'était possible. Hein. Félix, il est resté révolutionnaire et jacobin jusqu'à longtemps après, quoi. C'était vraiment 2 acharnés de la gauche. Et Félix raconte que leur famille leur avait dit que quand l'armée de Condé viendra mettre les factieux à raison, leurs proches auront la charité... Non, ils le feront pendre, ils les pendront, et quand l'armée de Condé viendra mettre les factieux à raison et que leurs proches auront la charité de leur tirer les pieds pour que leur mort soit plus prompte. C'est-à-dire que ces 2 frères... alors Michel Lepelletier était lui veuf, il avait une fille. Ces 2 frères avaient toute leur famille à dos, rigoureusement. Et les Saint-Fargeau, c'était vraiment... Bon, il n'y avait pas que les Saint-Fargeau, il y avait les Lepelletier d'Effort, Lepelletier de ceci, Lepelletier de cela. C'était vraiment une grande famille de magistrats. Et ils avaient rigoureusement tout le monde à dos pour ces prises de position absolument hors de leur tradition et qu'ils avaient embrassé aussi vite. Voilà. Alors, le procès du roi a commencé le 7 novembre 1792. Je passe directement au procès du roi, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Révolution. Hein, le procès du roi, la République, la royauté est décrétée abolie le 21 septembre, je crois que je ne dis pas de bêtises, 1792, au moment de la victoire, alors il paraît qu'il faut mettre des guillemets, la victoire de Valmy. Donc la royauté est renversée et le procès du roi va commencer le 7 novembre 1792. Le jugement sera prononcé le 3 décembre, c'est-à-dire qu'ils ne vont mettre même pas un mois à faire l'intégralité, l'entièreté du procès du malheureux Louis XVI. Et il faut savoir que pendant le procès, tout le monde savait que Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était opposé à la peine de mort. Il a toujours dit qu'il l'était. Comme il était magistrat
Pendant les premiers temps de la Révolution, il a œuvré à la réformation de la justice, qui était la moindre des choses. Je veux dire, chacun va faire la Révolution dans ce qu'il sait faire le mieux. Lui, il a dirigé une commission qui travaillait à la réforme de la justice, à l'humanisation, dit-on. Enfin, je doute beaucoup. Enfin bon, peu importe. Il était dans sa compétence en rejoignant le comité sur la justice, et il a toujours été opposé à la peine de mort. Tout le monde l'a su, il le disait. C'était dans l'air du temps. Robespierre aussi était contre la peine de mort. Vous ne saviez pas ça? Eh bien, il l'était également. Et il faut savoir, concernant le procès du roi, que la Constitution de 1791, c'était un an avant, on avait voté une constitution, tous ces gens-là étaient d'accord pour la constitution qu'ils étaient censés faire respecter. La constitution avait réaffirmé que la personne du roi était inviolable et sacrée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher au roi. Donc les mêmes qui votent une constitution qui dit la personne du roi est inviolable et sacrée vont lui faire son procès. Voilà. Et lui, Michel Lepelletier, comme juge, il le savait mieux que personne. Il connaissait la loi plutôt plus que ses petits camarades révolutionnaires. Voilà. La loi disait également, enfin la Constitution disait que la seule chose dont on pouvait priver le roi, c'était la royauté. On ne pouvait pas le condamner à autre chose que de ne plus être roi. Voilà. Il n'y avait donc aucune assise légale à la mort du roi. La Convention, en plus, n'était pas un tribunal. La Convention, c'était une assemblée constituante. Donc, ce n'était pas un tribunal. Et aucun tribunal ne peut être à la fois juge et partie. Et c'était pourtant le cas de la Convention. C'est-à-dire que la Convention est un faux tribunal qui s'est autoproclamé de façon totalement illégale juge d'un roi qui n'avait absolument pas l'autorisation constitutionnelle de juger. Et Michel Lepelletier, il a avalé ça. Il a avalisé ça, alors qu'il était en principe le mieux placé pour savoir que c'était inadmissible. Le jeudi 17 janvier 1793, on a posé 4 questions sur la culpabilité du roi, sur l'appel, la sentence et l'éventuel sursis. La culpabilité du roi sur sa conspiration contre la liberté publique. Michel Lepelletier a voté coupable. Le roi aurait conspiré contre la liberté publique. Le roi a fait appel au peuple. Le roi a dit « Je demande qu'on demande l'avis au peuple ». Ils ont voté non. C'est-à-dire que ces grands démocrates qui n'avaient que le peuple à la bouche, quand le roi disait, eh bien, demandez au peuple, on dit non. Incidemment, savez-vous ce qu'a répondu Robespierre quand on lui a demandé? Il a dit le peuple, mais il s'est exprimé le 10 août. C'est-à-dire que pour Robespierre, une émeute organisée depuis les faubourgs qui venait organiser un massacre dans les couloirs des Tuileries et qui arrêtait le roi, c'était le peuple. Le peuple, c'était quand même 20 millions de personnes et pas les 400 présents ce jour-là. Pour Robespierre, le peuple, c'était les 400 qui avaient fait l'émeute. Voilà. Donc, c'était pas la peine de demander aux autres. Vous imaginez les 3 thèses d'esprit. Enfin, moi, quand je découvre ça, je tombe complètement dénu, parce que moi, tout le langage révolutionnaire, j'ai gobé ça pendant des années, et puis de longues années, de très très longues années, très nombreuses années. Mais lui, Michel Lepelletier, il savait très bien ce qu'il en était. Hein. Il était dedans, et il a également refusé l'appel au peuple. C'est-à-dire que tous ces grands démocrates ont refusé de donner la parole au peuple pour quelque chose d'aussi grave que la mort ou non du roi. Donc il a voté bien sûr pour la mort quand on lui a demandé comment il votait pour la sentence, hein, une fois qu'il avait dit non, il n'y aura pas d'appel, oui, il est coupable, il a voté pour la mort, et le roi a demandé un sursis, et il a refusé. C'est-à-dire que ce brave monsieur a refusé toute chance au roi de France de se sortir de ce traquenard dans lequel il était tombé par le biais de ce jugement qui ne pouvait pas en être un. C'était un déni de justice et il était mieux placé que quiconque pour le savoir. Dimanche 20 janvier, alors ça le vote c'est le 17, hein, le jeudi 17. Dimanche 20, Michel Lepelletier soupe chez Février c'est le nom d'un monsieur, au Palais Royal. Alors qu'est-ce que c'est que le Palais Royal ? À Paris, le Palais Royal, c'est l'ancien palais des ducs d'Orléans, c'est-à-dire cousin du roi, auquel est attenant un grand jardin
un grand jardin, très joli jardin qu'on peut avec délice visiter aujourd'hui. Et ce jardin était entouré à l'époque d'habitations relativement éloignées qui permettaient aux gens qui avaient acheté une habitation aux abords du Palais Royal de jouir d'une vue absolument délicieuse. Et le dernier duc d'Orléans avait clôturé le Palais Royal par des grilles et construit des maisons tout autour, à la fureur de tous les riverains qui n'ont rien pu faire. Il a rentabilisé son terrain en faisant des habitations de rapport, en bas des boutiques. Et le duc d'Orléans, c'est-à-dire le cousin du roi, est devenu, comme on dit, marchand. Alors ça, j'aime autant vous dire, pour un cousin du roi, le roi Louis XVI a dit à son cousin un jour, « Alors, mon cousin, vous voilà devenu marchand, on ne vous verra plus que le dimanche. » C'est-à-dire que ce jardin magnifique qui faisait les délices des Parisiens est devenu un jardin clos avec des habitations de rapport tout en haut et des boutiques en bas. Et je vous parlerai des boutiques tout à l'heure. Le jardin du Palais Royal avait la réputation d'être un des endroits les plus malfamés de Paris, mais c'était au cœur du Paris riche. C'était pas un endroit malfamé de la périphérie. C'était un endroit malfamé dans ce qui est aujourd'hui le premier arrondissement de Paris, c'est-à-dire le milieu. Vous savez que Paris, ça tourne comme un escargot. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Jusqu'à 20 à l'heure actuelle. Et à l'époque, le Palais Royal était déjà absolument au cœur de Paris. Donc, Michel Lepelletier soupait à cet endroit-là, qui était quand même un des endroits les plus malfamés de la capitale. Ce qui se passait dans les jardins du Palais Royal, nous y reviendrons, fait que on ne voit pas à quel titre un monsieur aussi huppé que ce Michel Lepelletier va précisément souper là. Alors il habitait pas très très loin, son hôtel particulier n'était pas très loin, mais il y avait certainement des établissements un peu mieux famés entre le Palais Royal et son domicile. Et il était en train de dîner, de souper, quand un certain monsieur Paris, alors il s'appelait De Paris, D-E-P-A-R-I-S, et on était arrivé dans cette folie, dès qu'il y en avait un d'eux, il fallait le retirer, donc il s'est fait appeler Paris, qui était un ancien garde du corps du roi qui avait été renvoyé quand le roi avait perdu sa garde rapprochée. Il s'est approché de lui pendant qu'il soupait et il lui dit « Est-ce que vous êtes Michel Lepelletier ? Oui. Vous avez voté la mort du roi ?» Alors il aurait répondu « Oui, pour ma conscience. » Et hop, le fameux Paris lui a passé un sabre à travers le corps et l'a tué. Voilà. Il n'est pas mort tout de suite. On rapporte qu'il a dit « Je meurs content, je meurs pour la liberté de mon pays ». Bon, il a dû dire maman sans doute comme tout le monde. Enfin, bon. Je suppose. Enfin, moi je dirais maman. Vous, je sais pas. Mais enfin bon, il est mort content pour la liberté de son pays. En fait, il est mort dans les bras de Félix. Il a été transporté dans son hôtel particulier. Son frère Félix a été apporté. Félix avait une passion pour son grand frère. C'était vraiment... On peut dire cet homme, ce Félix Lepelletier, c'est un homme de passion. Il a été un grand amoureux. Il a eu les plus belles femmes de son temps. Il a disputé les plus belles femmes de la Révolution aux plus grandes crapules de l'époque. Et il avait, entre autres passions, la passion de son frère. Donc... il est mort dans les bras de Félix, qui a poussé des hurlements, qui est allé prévenir tout le monde, mon frère est mort, mon frère est mort. Mais en fait, l'événement de ce moment-là, il est mort alors on était le 20 janvier, il est mort à 1h du matin, donc le 21, et puis à 10h du matin, c'était un autre personnage autrement important qui tombait, c'était le roi Louis XVI. Le roi Louis XVI est mort dans des conditions, il paraît que la foule était frappée de stupéfaction. Les gens étaient... tétanisé d'émotion et la foule ne disait rien. Le roi a voulu parler, il a ouvert la bouche pour dire quelque chose et un roulement de tambour lui a couvert sa voix et on l'a précipité, il a essayé de résister et la lame est passée. C'est une horreur. Et donc le roi est mort à 10h du matin et que pensez-vous qui s'est passé à la Convention ce jour-là ? Tout le monde pousse des hurlements parce que Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est mort. On détourne la colère et l'émotion et à la Convention, tout le monde pousse des hurlements. C'est un attentat à la souveraineté nationale, un crime de lèse-nation, un odieux parricide que vous devez punir de manière prompte et exemplaire. Ce n'est pas Lepelletier qui a été frappé, c'est la souveraineté nationale qui a été violée. Bon. Dès cet instant, on va faire de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau un héros national. Mais une folie furieuse.
on déclenche une espèce de culte de Michel Lepelletier. Alors il y a eu un événement, il a été enterré le jeudi suivant. Comme c'était en janvier, on peut dire qu'il n'y avait pas de trop grosse chaleur susceptible de corrompre le corps. Ils ont pris sur la place Vendôme, je crois, l'actuelle place Vendôme, ils avaient abattu la statue du roi, et sur le socle de la statue, ils avaient organisé un catafalque. Ils avaient sorti Michel Lepelletier, ils l'avaient installé sur une espèce de lit avec des draps, et le peintre David, Jacques-Louis David, était venu avant la cérémonie, et il avait croqué le dessin, et c'est de là qu'il a fait un tableau qui a disparu. C'est pour ça qu'on dit le mystère du tableau de David, parce que ce tableau, qui est un des chefs-d'œuvre de David, a disparu. Voilà. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait ce qu'est devenu Michel Lepelletier, puisque une fois que le peintre David a quitté les lieux, la cérémonie a pu commencer, et la cérémonie de l'enterrement de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est une folie, c'est une folie. Tout le monde est sorti, toute la convention est arrivée, tous les corps constitués, avec les petits drapeaux, avec les tambours, avec des sonneries de corps, avec des cuivres, avec tout ce que vous voulez. Ça a duré toute la journée. Ils sont partis. Alors, il y avait les mamans, et il y avait les enfants, mais une folie furieuse. Et ils ont emmené ce grand héros du moment au Panthéon. Il a été panthéonisé. Et alors, il y avait un journaliste qui était un type à la fois, il s'appelait Louis Prudhomme. C'est à la fois, en matière de Révolution française, une source extrêmement précieuse, parce qu'il était là tout le temps, il était partout, et qui racontait tout en détail. Donc il avait à la fois un côté pro-révolutionnaire qui a fini par m'agacer, parce qu'il dit que, par exemple, le testament du roi est une horreur. Moi j'ai lu le testament du roi, j'en ai les larmes aux yeux. Donc je ne peux pas dire que je partage les idées de ce Louis Prudhomme, mais quand il raconte toutes les exactions des révolutionnaires, alors là il vous donne des détails, il est extraordinaire. Et il est non seulement extraordinaire pour ça, mais il ne craignait personne. Et un jour Danton est venu me narguer, il a dit: qu'est-ce que tu racontes, jeune blanc-bec, là, tu crois que tu me fais peur et tout. Et le fait est que Danton est mort comme on sait, et que le Prudhomme est mort dans son lit, lui. Voilà. Mais ça a été vraiment un journaliste courageux je vous le recommande, on trouve tout ça sur Internet. Hein. Si vous lisez le journal de Louis Prudhomme, vous allez apprendre énormément de détails sur la vie quotidienne à Paris à ce moment-là. Et lui, il était au Panthéon quand on a panthéonisé Lepelletier de Saint-Fargeau, et il raconte une anecdote. Tout le monde se grimpait sur une estrade avant que le cercueil entre dans le Panthéon et qu'on ne le voit plus, et tout le monde faisait des discours, et c'était des références et aux Grecs et aux Romains et aux Latins et des ceci et des cela avec des grandes envolées. Alors il mettait le bras au ciel, et quand Félix a terminé sa harangue pour rendre hommage à son frère, il a fallu le soulever pour qu'il puisse descendre de l'estrade, parce qu'il était au bord de s'évanouir. Et Louis Prudhomme était en bas, il dit: mais il a les yeux secs, le comédien. Comédien. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce d'ambiance où il fallait toujours plus d'emphase, il fallait toujours plus de cris, il fallait toujours plus d'émotion. Et c'était comme s'ils savaient tous que c'était du cirque, quoi. Il y avait quelque chose de... D'ailleurs, il y a, je crois que c'est pas Barrère, son nom me reviendra. Tallien a écrit pendant la Révolution, il a écrit à la femme qu'il aimait: rions, ma chère, rions de toutes ces comédies, on sait très bien ce qu'il en est par derrière, quoi. Rions. Tout ça, c'était du cirque, disait-il. Enfin, du cirque a laissé quand même beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Donc il a été panthéonisé à l'antique, et un véritable culte national a été organisé sur son nom. Et un culte national, ça veut dire qu'à Saint-Fargeau, par exemple, on a fait venir les petits-enfants qu'on a déguisés avec des bonnets phrygiens, on a fait un faux cercueil, et on avait, avec des boudins de paille, on a imaginé le cadavre de Saint-Fargeau, et puis on est allé avec des vers de Mirliton déclamer des grandes poésies devant l'église, enfin des trucs complètement crétins. Devant l'église, incidemment, c'était intéressant de voir que ça s'est fait à l'église à Saint-Fargeau, parce que dans le même temps à Paris, les Parisiens étaient interdits de se rendre à la messe de minuit. Alors, le roi est mort en janvier, la messe de minuit, c'était un petit mois avant. Quand les Parisiens, à ce moment-là, donc le roi était encore vivant, ont voulu aller le 24 décembre à la messe de minuit, la police les en a empêchés, on a dit: vous rentrez chez vous. À quel titre? C'est comme ça. Voilà. Et la terreur, c'était en principe 1 an après. Hein? Donc, ça, c'était déjà dans les tuyaux. Ça, je l'ai lu dans Louis Prudhomme. Hein. Il raconte que les gens qui ont voulu aller à la messe de minuit ont été obligés de rentrer chez eux parce qu'on les a chassés. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé, bien sûr, à la Convention, que tout serait fait pour retrouver le coupable et pour le châtier, parce que c'était le premier... En fait, le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est le premier martyr de la République, hein, on peut dire. Hein. Il est mort en même temps que le roi, donc la République, elle est légale depuis le 21 septembre, et elle est de fait, il n'y a plus de roi à partir de ce jour-là, donc il est vraiment le premier martyr de la République. Et à la Convention, tout le monde pousse des hurlements en disant il faut absolument retrouver cet affreux Paris. On sait qu'il s'appelle Paris, il y a des gens qui l'ont reconnu. Et alors il s'est enfui. On envoie son signalement partout. Et là, les autorités vont commencer à faire preuve de beaucoup de fermeté pour le retrouver. Et notamment, il y a un épisode absolument terrible qui est raconté en détail par Prudhomme, qui dit que la dernière fois qu'on avait vu Paris, c'était dans les jardins du Palais Royal. Alors on a bouclé le Palais Royal, mais le Palais Royal, c'était aussi des habitations. Et jusqu'à 3 heures du matin, au mois de janvier, on a tenu toute la population, hommes, femmes, vieillards et enfants, sous surveillance de gens armés, dans les jardins du Palais Royal, pour vérification d'identité. Ça n'avait jamais existé avant. Vérification d'identité, visite domiciliaire, vous avez des gens qui rentrent chez vous. Aucun agent du roi n'était jamais entré chez aucun particulier sans un mandat en bonne et due forme. Et là, on y va à coups de pied, à coups de botte. Et on cherche, on cherche, on cherche. En fait, on terrorise les gens. Mais la terreur, n'oubliez pas, c'est après. Pourtant, c'est là que ça commence. Donc, on fait semblant, on fait mine 4 jours après de boucler le quartier pour retrouver un gars. Vous imaginez bien qu'il a fini depuis longtemps. Donc, c'est vraiment une démonstration de force, de violence. Et alors, c'est organisé beaucoup par ce qu'on appelle la Commune de Paris. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai cru que la Commune de Paris, c'était la Commune de 1871. Ben non. Les gens qui connaissent la Révolution savent que la Commune de Paris, la première, c'était le gouvernement révolutionnaire de la ville de Paris. Et c'est vraiment les pires. C'est vraiment la mort du petit garçon, enfin du petit Louis XVII, c'est eux. Hein, c'est eux qui géraient ça. C'est vraiment les... Bon. La Commune de Paris, tout ce que faisait la Commune de Paris était dénoncé par Prudhomme, et il raconte qu'à ce moment-là, la Commune de Paris avait décrété que pour pallier aux problèmes d'alimentation, d'approvisionnement de Paris à ce moment-là, ils avaient fait le calcul que si on tuait tous les chiens et les chats, on économiserait tant et tant et tant de nourriture. Et ils ont envisagé, ça c'est pas fait, mais il était moins une, d'aller tuer tous les chiens et tous les chats de Paris, c'est-à-dire rentrer chez les gens, leur arracher leur animal favori pour les tuer et pour les massacrer devant leurs yeux. Bon. Alors ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des gens qui disent mais alors vous allez faire comment après pour aller tuer toutes les souris et les rats? Alors ça s'est arrêté comme ça, mais c'était dans les tuyaux et ça ne les aurait pas dérangés de le faire s'ils avaient estimé qu'il n'y aurait pas eu de problème avec les rats et les souris. Donc c'est comme ça que la chose a été arrêtée. Et Louis Prudhomme dénonce ça au fil de ses pages. C'est très très intéressant. Donc une enquête a été lancée au Palais Royal. Une fois qu'on a eu bouclé le quartier, qu'on a vu qu'il n'était pas là, des informations ont circulé. On a dit il a été repéré. Alors son signalement avait été donné, on le connaissait, hein, un gars qui s'était distingué comme ayant été garde du corps du roi. On savait à quoi il ressemblait. Il avait des anciens camarades, des anciens collègues qui ont pu lui donner son signalement. Et on a signalé qu'il s'était fait remarquer en Normandie à Forges-les-Eaux, où il avait eu une attitude suspecte. Alors c'était l'époque où dès que quelqu'un ne vous regardait pas comme il fallait, suspect, on en parlait, on allait signaler et tout. Et dans une auberge à Forges-les-Eaux, il s'était fait remarquer comme ayant une attitude suspecte. Donc les gens qui avaient vu à Forges-les-Eaux qu'il avait une attitude suspecte sont allés chercher le délégué machin, qui est allé voir la police, qui est allé voir les gendarmes, et puis au petit matin, ils sont allés le tirer du lit. Et le temps qu'ils se saisissent de lui, il avait un pistolet sous son oreiller, il s'est tiré une balle dans la tête, dans la bouche, pac, et il est mort. Voilà, il est mort. Donc le dossier est clos. Non, pas encore, il a fallu l'identifier quand même, parce qu'on croyait que... Donc, ont été envoyés de Paris les conventionnels Tallien et Legendre. C'est-à-dire qu'on envoie carrément 2 députés de la Convention à Forges-les-Eaux. Alors vous imaginez, le temps qui meurt... On allait à cheval à l'époque, hein. Il n'y avait pas de... Non. Le temps qui meurt, qu'on signale que la Convention décide et que Tallien et Legendre arrivent avec un sapeur qui l'avait connu. Ils l'ont reconnu, le sapeur a dit oui, c'est bien. Alors il s'était tiré une balle, mais on arrivait quand même à le reconnaître. Il a dit c'est bien lui. Et on a trouvé dans ses papiers une espèce de lettre d'aveu disant ne recherchez personne, c'est moi, vive le roi, un truc comme ça, voilà, j'ai agi seul. Il avait 29 ans.
Et il est mort, et on l'a donc enterré, et Tallien et Legendre sont arrivés, le dossier est clos, fermez le banc, on a retrouvé le coupable, et bien tout est faux depuis le début. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter la véritable histoire de la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. D'abord, il était franc-maçon, d'accord ? Donc, c'est pas par le plus grand des hasards et uniquement par opportunisme qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était franc-maçon depuis le début et il émargeait à la loge Phénix du Grand Orient de France. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort ? Qu'est-ce qu'on a raconté ? On a fait venir un commissaire. Hein, le commissaire, il s'appelait Toublan, le commissaire. Alors, il y avait 48 commissaires dans Paris. Hein. Paris était divisé en 48 districts. Ça, c'était à l'époque de Louis XIV que ça s'était fait. C'était encore valide. Donc, on a fait venir un commissaire qui s'appelait Toublan et qui, bien sûr, est arrivé. Michel Lepelletier était encore vivant. Hein, il râlait. Hein, on l'avait porté à l'étage du restaurant de Février. Et le commissaire Toublan a interrogé tous les témoins. Ils ont dit c'est de Paris, on le connaît, il a laissé son arme ici. Il y a des gens qui ont entendu, qui disaient que, etc. Et le commissaire Toublan, en fait, il a fait taire tous les témoins qui avaient quelque chose à dire de différent de ce qu'on voulait entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une blanchisseuse qui est venue voir le commissaire Toublan le lendemain du crime et qui dit « Monsieur le commissaire, j'ai des graves révélations à vous faire, voilà, voilà, voilà ». Et le commissaire lui dit « Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de vous, j'en sais assez ». Il dit « Comment ?» Et puis il y a plusieurs personnes qui se présentent comme ça voir le commissaire en disant « Monsieur le commissaire, j'ai des choses à vous dire ». « Non, 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 c'est bon, circulez, il n'y a rien à voir ». Et ces gens n'ont pas voulu se laisser faire, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils sont allés voir un autre commissaire. Et ils ont commencé à raconter ce qu'ils savaient. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Ils ont raconté qu'il y avait 7 personnes qui se sont vantées d'avoir organisé la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau et d'avoir fait boire Paris pour que ce soit lui qui s'en charge. Et quand le commissaire Toublan est arrivé, il a envoyé plusieurs personnes pour interroger Michel Lepelletier et pendant qu'on portait Michel Lepelletier de la salle du dessous vers la salle du dessus en attendant les secours, pendant qu'il râlait, il y a quelqu'un qui lui a dit « Tu te tais ou on t'achève » Et ça, il y a des gens qui l'ont entendu. Et une autre enquête a commencé. Et tous les gens qui ont entendu ce qui s'est passé savent qu'il y a eu un complot pour tuer Michel Lepelletier. Le Palais Royal était l'endroit le plus mal famé de Paris. Et c'était le lieu de rencontre de tous les conventionnels corrompus de la montagne, c'est-à-dire tous les petits camarades de Robespierre, avec la contre-révolution soudoyée par l'Angleterre, c'est-à-dire par le parti de l'ennemi. Tout ce monde-là se retrouvait au Palais Royal. À quoi jouait l'Angleterre à ce moment-là ? C'était pas à sauver le roi, vous savez, le roi de France. Mais elle payait les révolutionnaires, notamment des gens comme Hébert, des gens comme Danton et des gens comme... il y a toute une liste, elle les payait grassement à exaspérer la population. C'est-à-dire que tous les crimes les plus abominables... Alors, il y a des informations très sérieuses, je ne suis pas remontée à la source, mais j'ai lu suffisamment de choses très crédibles là-dessus, qui disent que ce sont les Anglais, en grande partie, qui ont organisé les massacres de septembre. Donc, organiser le harcèlement de la population, tout ça, c'était payé par l'Angleterre. Pour détruire quoi ? Pour détruire la France. Hein. Vous avez des fous furieux à la tête de la Convention. Vous avez l'Angleterre qui leur envoie de l'argent absolument illimité pour discréditer la représentation nationale et pour déclencher le chaos. On l'a eu, le chaos. Et tous les plus corrompus de la Convention faisaient partie de l'entourage de Robespierre. Alors il y avait Santerre, celui qui a couvert la voix du roi avec son roulement de tambour. Vous avez Hébert. Alors c'était qui Hébert ? Hébert, c'était un journaliste. C'était un journaliste, il avait un journal qui s'appelait Le Père Duchesne. Et quand Hébert écrivait un article, il commençait par écrire « foutre ». Parce que pour faire peuple, on écrit « foutre ». Vous imaginez le respect que ce monsieur avait pour son lectorat. Et comment est-ce qu'il avait un lectorat ? Eh bien c'est parce que la Convention, l'Assemblée nationale, lui achetait ces journaux et les payait pour les envoyer aux soldats qui étaient au front.
Alors comme ça, moi je peux aussi faire des best-sellers si on me paye à les envoyer. Ce Hébert était un hystérique, d'une méchanceté absolument achevée. C'est lui qui a accusé la reine d'avoir commis l'inceste avec son petit garçon. Enfin bon, c'était vraiment un type absolument abominable. Et il est avéré qu'il était payé par l'Angleterre, par l'ennemi de ce jour. Il y avait qui d'autre? Il y avait Tallien et Legendre, les fameux qui sont allés à Forges-les-Eaux reconnaître le cadavre de Nicolas de Paris. Vous aviez Danton. Il y avait 3 tristes personnages qui s'appelaient Merlin, Bazire et Chabot, dont on disait, alors là ça circulait déjà à l'époque, d'ailleurs je crois que c'est dans Louis Prudhomme qu'on retrouve ce joli petit poème qui dit « Connaissez-vous rien de plus sot que Merlin, Bazire et Chabot? Non, je ne connais rien de pire que Merlin, Chabot et Bazire, et personne de plus coquin que Chabot, Bazire et Merlin. » Voilà. C'est-à-dire que toute la gauche de la Convention, Robespierre excepté, et ça, il faut le dire, ils tapaient tous dans la caisse. Ils étaient tous corrompus. Ils se vautraient dans la débauche. Le Palais Royal, c'était quoi? C'était salle de jeu, c'est-à-dire les tripots. Fausse monnaie. Ce qui a ruiné la France pendant toute cette période-là, ce sont les assignats qui se dévalorisaient à vue d'œil. Ils auraient dû être détruits. Les assignats avaient servi à régler les biens du clergé, la prétendue nationalisation des biens du clergé. Vous savez comment nationaliser les biens du clergé? On les a privatisés en fait. C'est-à-dire qu'on a raflé tous les biens du clergé, on les a vendus à l'encan à des gens à qui on a dit vous paierez dans 3 ans. Avec de la monnaie de singe. Les assignats étaient d'autant plus dévalorisés qu'à l'intérieur du Palais Royal, il y avait des presses et qu'ils en fabriquaient des faux. Alors c'était des faux monnayeurs, c'était des joueurs, c'était des bordels, je vous raconte pas. Toute la corruption, la pire, et c'était également, il y avait également des très graves affaires d'abus sur enfants. Tout ça, ça se passait au Palais Royal. Pas au Palais Royal, pardon, dans les jardins du Palais Royal. C'est pas la même chose, hein. Le Palais Royal, il est au même endroit, mais il n'y a pas de raison de s'imaginer que ça se passait à l'intérieur du Palais Royal, mais vous avez le Palais Royal là, vous avez le jardin autour avec tous ces bâtiments, et tous ces bâtiments avec des étages, et surtout des entresols et des sous-sols, où tout se faisait, tout s'achetait et tout se vendait. Et toute la pire corruption avait lieu au jardin du Palais Royal. La corruption entre qui et qui? Entre les corrompus de la Convention et les contre-révolutionnaires à la solde de l'Angleterre, ni plus ni moins. Voilà. Et pendant ce temps-là, alors ils se vautraient dans la débauche. On a énormément, enfin on a suffisamment, je pourrais pas dire, mais enfin suffisamment de témoignages crédibles que les fameux révolutionnaires Merlin, Bazire et Chabot et tous les autres se partageaient, avaient les mêmes maîtresses que les envoyés de la contre-révolution soudoyés par l'ennemi. C'est-à-dire qu'en dehors du Palais Royal, c'était des fêtes, c'était des parties fines, ils étaient pleins aux as. Ils faisaient payer surtout, par exemple, vous aviez des gens, on les obligeait à payer ceci et cela pour avoir des certificats. Ils faisaient payer les certificats, puis ils se mettaient l'argent dans la poche et puis ils allaient le dépenser joyeusement. C'est une corruption absolument insensée. Et alors ce qu'il faut savoir, pour comprendre la légende de Robespierre, c'est qu'il est un des rares à ne pas avoir trempé là-dedans. Alors ça l'exonère pas de tout le reste, mais il est de fait qu'il était, de ce point de vue, rigoureusement incorruptible. Ni il ne se vautrait dans la débauche avec les bonnes amies de l'ennemi, ni il ne tapait dans la caisse, ça clairement, il n'a jamais tapé dans la caisse, et je pense que Couthon et Saint-Just non plus. Mais enfin, ça ne les a pas empêchés d'accepter le génocide vendéen, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Et alors... qu'est-ce que c'est que cette fuite à Forges-les-Eaux? Vous savez ce que c'était Forges-les-Eaux? Forges-les-Eaux, c'était le point de passage vers l'Angleterre. C'est-à-dire que tous les gens qui voulaient s'enfuir vers l'Angleterre, ils passaient par Forges-les-Eaux. Nicolas de Paris, il est passé par Forges-les-Eaux et il est passé en Angleterre. Il ne s'est jamais suicidé, il allait très bien, on l'a retrouvé 20 ans après, en pleine forme. Tout ce qu'on raconte est faux. Et il le savait, bien évidemment. Je veux dire, tout ce cirque fait à la Convention autour de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, il le savait. On connaît tous les détails, on sait qui savait qui de quoi. Il y a énormément de gens, vous savez, dans un événement comme ça, comme je vous ai raconté l'histoire de la blanchisseuse qui vient témoigner, il n'y a pas qu'une blanchisseuse qui a témoigné, il y a des tas de gens qui sont allés voir les uns et les autres en disant « Attendez, moi je sais ça, moi je sais ça, moi je sais ça ». Alors comment on fait pour mentir en histoire? Eh bien, on accumule les preuves, puis on les met dans un classeur, on ferme le classeur, on le met dans un tiroir, et on attend que ça se passe.
Et ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Donc c'est bel et bien ce qui s'est passé. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était un franc-maçon qui était de la bande, toute la bande de Robespierre. Et alors le mystère, non pas du tableau de David, parce que je ne sais vraiment pas où se trouve le tableau, mais l'autre mystère concernant Saint-Fargeau, c'est qui c'est qui l'a tué? Qui c'est qui l'a tué? Moi j'ai mon petite idée, alors j'en ai parlé, j'ai rencontré un jour en marchant dans la rue, une dame qui m'arrête, elle poussait un landau, c'était du côté de l'Assemblée nationale, elle m'arrête, elle me dit « Oh, vous êtes Marion Sigaud, oh, vous avez écrit le mystère du tableau de David sur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau ?» J'ai dit « Oui, c'était mon aïeul. » Sympa. Il m'a dit « Votre thèse, elle tient debout. Elle tient debout, je suis assez d'accord avec vous. » Et j'en ai parlé un jour à Jean d'Ormesson qui m'a dit « Oui, votre thèse, elle tient debout. » C'est quoi? C'est pas ma thèse, hein, c'est une thèse, c'est une hypothèse, disons, qui a été reprise par plusieurs et qui consiste à dire qu'en fait, Michel Lepelletier, il était là, envoyé par toute sa famille, qui lui a dit « Bon, ben, fais semblant, vas-y, et sauve le roi. » Puis une fois qu'il était dedans, il n'y avait pas moyen de sauver le roi. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait joué au grand révolutionnaire pour pouvoir être... Comme il avait beaucoup d'influence, c'était quand même un grand monsieur, donc un grand monsieur qui adopte le point de vue de la révolution montante, il avait une voix prépondérante. Et il pouvait faire basculer le procès. La mort du roi s'est jouée à relativement peu de voix. Et s'il avait fait ce pourquoi vraisemblablement il avait été missionné, il aurait sauvé la tête du roi. Mais il était sans doute trop lâche. Et je pense que c'est peut-être pas de la lâcheté, j'en sais rien. Je pense que pour aller contre, à ce moment-là, il fallait quasiment être héroïque. C'est-à-dire que pour exprimer dans un tribunal aussi hystérique et aussi déchaîné que l'était la Convention pour le procès du roi, il aurait fallu qu'il ait beaucoup plus d'estomac qu'il n'en avait. Et franchement, son exécution, ça ressemble vraiment à un règlement de compte. C'est-à-dire que ça s'est fait dans les 2 jours qui ont suivi. Et ça ressemble à, tu avais un contrat, tu ne l'as pas honoré, quick. Et je pense que c'est vraiment le plus vraisemblable. En tout cas, il est de fait qu'il était franc-maçon, et les francs-maçons se réclament beaucoup de lui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, la gauche continue de l'honorer. C'est-à-dire... Moi, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire cette recherche, j'ai fait son nom sur Internet et je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur des sites, notamment de libres penseurs, donc toujours libres penseurs, toujours des francs-maçons, qui disent Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Je suis tombée sur un type qui dit Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, quel incroyable génie, on est rempli d'admiration devant une pareille intelligence des choses de l'enfance et une telle largeur de vue. Parce que oui, j'ai omis de vous dire, et c'est le temps de le dire, quand il a été transporté chez lui, son frère a trouvé, replié sur sa poche de poitrine, un plan d'éducation. Et le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est encore une référence. C'est-à-dire que c'est considéré... si De Paris, au lieu de frapper au ventre, avait frappé à la poitrine, son plan d'éducation l'aurait sauvé. C'est un gros machin replié. L'épée aurait ripé sur le plan d'éducation, mais il a frappé au ventre et c'est comme ça que Lepelletier est mort. Et... son frère Félix a pris ce plan d'éducation et il en a parlé. Il en a parlé à la Convention, il en a parlé à Robespierre, et un jour Robespierre lui dit, il le croise dans les couloirs, dans les jardins des Tuileries, et il lui dit, montrez-moi le plan d'éducation de votre frère, je voudrais vraiment le voir. Et Félix lui dit, bah non, écoutez, citoyen Robespierre, moi je veux absolument être celui qui va lire ce rapport à la Convention. Ah mais soyez gentil, j'y tiens beaucoup. Puis Robespierre, je pense que quand il disait quelque chose, il était quand même assez impressionnant. Et Félix s'est fait prier, supplier, je vous le jure, je le lis, je vous le rends demain, je vous le rends demain. Et Félix a dit, bon, bah d'accord. Il a fait confiance à Robespierre et il lui a donné son plan d'éducation. Et 2 jours après, il entend les petits crieurs dans les rues qui disent, cet après-midi, à la Convention, le citoyen Robespierre présentera le plan d'éducation de feu Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Il s'était fait trahir. Alors il est allé voir Robespierre, furieux, en lui disant, citoyen Robespierre, vous aviez promis. Et là, Robespierre se confond. C'était tellement beau. C'est tellement beau, ce plan d'éducation. J'ai pas résisté. Vraiment, je suis désolée. Et il a présenté le plan d'éducation qui a failli être retenu et devant lequel toute la gauche se pâme. Et alors moi, j'ai lu le plan d'éducation. Oh, j'ai jamais rien vu de pire. C'est l'horreur. Il paraît qu'on appelle ça l'école. Oh,
J'ai été absolument horrifiée. Alors, il y a tellement de gens qui trouvent ce plan génial que je me suis demandé si je vivais dans la même planète que ces gens-là. Mais en fait, il y a une explication. C'est qu'un plan aussi abominable, l'abomination va tenir en disons 1 page et demie, présenté devant 5, 6, 7 pages bien délayées de déclarations d'intention absolument délirantes devant lesquelles tout le monde va pouvoir se pâmer. Et en général, si le truc est important, est à la fin, bon, c'est à la fin qu'il faut aller. Moi, je suis historienne, je ne suis pas professeur de machin chouette ou de littérature ou pédagogue, donc le plan d'éducation m'intéressait à titre historique, donc je l'ai totalement épluché. J'ai encore eu une discussion récemment au téléphone avec quelqu'un qui me dit comment il n'est pas bien le plan de Michel Lepelletier, mais il est extraordinaire. Ah bah oui, au niveau des intentions, c'est formidable. Le plan d'éducation de Michel Lepelletier, c'est on va donner la même éducation à tous les enfants, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Ça peut se faire, on est d'accord. Et alors, le truc que j'ai trouvé des libres penseurs, c'est on est rempli d'admiration devant une pareille intelligence des choses de l'enfance et une telle largeur de vue, et cependant, qui songe encore à ce député de la noblesse élu du département de l'Yonne? Quand je vais à la bibliothèque d'Auxerre, à la bibliothèque municipale d'Auxerre, et quand je sors des trucs sur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, ça dégringole de partout, notamment à l'année du bicentenaire de la Révolution, comme Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était un gars de Lyon, et ben on a ressorti des tas de trucs, et toute la gauche applaudit. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était un grand, c'était un aristocrate, mais c'était quand même un grand bonhomme. Et c'est vrai que il a été adoré par Robespierre, qui a voulu absolument promouvoir son plan d'éducation. Et vous savez ce que c'est le plan d'éducation? Ah oui, en fait, en quoi ça consiste? On va retirer les enfants aux parents, déjà, pour commencer. Ah bah oui, attendez, ces gens-là, vous savez bien que, comme disait l'autre, vous leur rendez les enfants, vous éduquez les enfants pendant toute la journée, vous leur rendez le soir, tout est perdu, quoi. Et l'idée, c'était d'en faire des bons républicains. La façon dont il voulait procéder pour faire l'éducation commune à tout le monde, sans que ça coûte à la collectivité, parce que le but c'était quand même de faire une éducation qui... avant c'était l'Église qui assurait l'éducation, c'était l'Église qui faisait la classe. À partir du moment où on a exproprié l'Église et qu'on a massacré les curés, qui c'est qui va faire l'école? Qui c'est qui va payer l'école? Eh bien je vous le donne en mille. Le travail des enfants, c'est pas bête. On va faire travailler les enfants. D'abord, ça leur apprendra à travailler, ce qui est déjà une bonne base d'éducation, vous êtes d'accord, Et puis, on va leur apprendre à rendre service. Par exemple, le travail de service, la cuisine, le ménage, le machin, tout ça, on va leur faire faire. Et puis, on aura un instituteur. On aura un instituteur. Qui c'est qui va payer l'instituteur? Eh bien, l'après-midi, quand ils travailleront à des fabriques, comment ça, pas fabrique? C'est pas grave. On va trouver des donneurs d'ordre qui vont apporter du travail dans les écoles. Alors, attendez les gosses. Ils travaillent à la fabrique. On va leur apprendre à casser des cailloux et à travailler au champ. On va dégager de l'argent de ce travail. Cet argent va payer l'instituteur. Mais un instituteur seulement, des répétiteurs non. Non, les répétiteurs, non. Ça va être les plus grands qui feront les leçons aux plus petits. Donc les gosses, depuis le matin jusqu'au soir, ils sont censés à l'origine apprendre à lire, à écrire, à compter. Ils bossent, ils triment. Un régime, mais abominable. Mais je ne sais pas si Hitler y avait pensé tout seul. Je pense qu'il a dû copier, là. Il a dû copier, là. C'est une horreur. Un régime de famine. Parce que c'est ça, le gosse. Attendez. Alors, ce qu'il disait, il disait, mes enfants à moi, je veux bien. Alors, il avait une fille qui était trop grande. Mais les enfants des aristocrates seront dans le même... Puis c'est pas grave. Quand ils retourneront après dans leur famille, c'est plus facile de s'habituer en venant de la dure vers le plus doux. Et puis ceux qui sont élevés à la dure chez leurs parents, ils passeront de dur à dur. Donc ça posera pas de problème. Donc il était d'accord pour qu'on leur fasse un régime absolument abominable. Alors de la viande, ça sert à rien, du vin, vous n'y pensez pas. Donc on va leur faire, et il disait, en 1787, à Paris, il y a eu une grosse disette, il y a eu vraiment une presque famine à Paris, et il y avait un curé qui avait réussi, par un mélange de différentes céréales, à faire une bouillie qui tenait au cœur 24 heures et qui pouvait faire tenir debout des gens qui sinon seraient tombés. Ça s'appelle un régime de famine. Et bien dit, on va donner ça aux enfants toute la journée. Vous imaginez? Alors, les plus petits ne travailleront pas, donc leur nourriture sera payée par les plus grands. Mais c'est une horreur, vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Et cerise sur le gâteau, le dimanche, exercice militaire, vous ne voudrez pas qu'ils aillent s'amuser, bande de feignants. Et la gestion de l'école serait assurée par les parents qui ne pourraient pas s'y soustraire. C'est-à-dire que les parents viendraient à tour de rôle
s'occuper. Alors, les enfants seraient habillés par quoi? Leur mère pourrait aisément la femme à la maison, elle a que ça à faire, hein, de fabriquer des vêtements pour les enfants. Donc, on va faire les vêtements et les uniformes par les ménagères, et les pères de famille viendront assurer la bonne gestion de l'établissement à tour de rôle. Vous savez comment ça s'appelle de réquisitionner les gens pour qu'ils viennent faire un travail pour lequel ils ne seront pas payés? La corvée. Ça s'appelle la corvée. Alors c'était un trop vilain nom pour qu'on reprenne le mot. On n'a pas pris le mot, mais on a pris la chose. C'est-à-dire l'astreinte à du travail non salarié, pour pouvoir faire tourner les écoles. L'idée étant bien sûr de séparer les enfants des parents. Alors, on leur arrachait pas, Enfin bon, à partir du moment où on disait que plus les enfants passeraient de temps à l'école, moins ils en passeraient avec leurs parents et que c'était le but. Donc, le projet n'a pas été repris, il n'a pas été appliqué. Mais je vous garantis que vous vous baladez sur des sites de l'éducation nationale, tout le monde encense le système. Tout le monde encense le système. Bon, à l'époque, il ne s'agissait pas de leur imposer la théorie du genre, mais on aurait voulu l'imposer à l'école. Le dispositif était prêt, il n'y avait plus qu'à. Voilà. Donc, c'est cette horreur qui a été considérée comme la grande œuvre de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Il avait également travaillé à une réforme de la justice. Donc, je vous avais dit, il était contre la peine de mort, sauf quoi? Sauf quand la personne considérée peut apporter du trouble, etc. Enfin, attendez, peine de mort, sauf. Attendez, alors, d'une part, pas sauf, et d'autre part, du trouble à l'ordre public. Attendez, c'est complètement subjectif, ça, c'est absolument odieux. Bon, ce monsieur, j'ai pas le début du commencement de la moindre estime pour lui. Il a été encensé. Il y avait son portrait partout, il y avait des bustes partout. Il y avait un culte. Il y a un jour un type que Robespierre était en train de repérer comme ayant tapé dans la caisse. Et Robespierre était sévère. Hein. Il avait, je comprends qu'il y ait des gens qui lui voient un culte. Moi, je ne peux pas le voir pour tout un tas de raisons qui sont probablement les mêmes que les vôtres. Mais il y a des gens qui admirent Robespierre pour la rigueur qu'il a su imposer dans ce qui étaient ses convictions. Et un jour, alors, le grand tableau de David avait été accroché à la Convention. Et un jour, Robespierre, qui était en train d'interroger un type qui vraisemblablement avait quelque chose à se reprocher, le type, je ne sais plus qui c'était, circulait. Il a regardé le portrait de Lepelletier et il a dit... pareil, Lepelletier, et il est sorti d'une grande tirade pour expliquer que, étant donné que Robespierre lui dit bon, c'est bon, allez, arrête maintenant, raconte-nous ce que tu as fait, et il s'est pas laissé faire. C'est-à-dire que Lepelletier servait à tout et à n'importe quoi. Quand on voulait pas répondre, on appelait au man de Lepelletier. Quand on voulait faire quoi aux caisses, on en appelait à Michel Lepelletier, qui était vraiment un type. Enfin bon, je suis désolé pour les gens de Saint-Fargeau qui sont les descendants les descendants de ce triste sire, mais pour moi c'était d'abord un traître à sa famille, un traître à sa cause, un traître à son pays, et puis un type qui est vraiment pour lequel j'ai pas réussi à développer la moindre sympathie. Son frère Félix avait un côté plus sympathique, c'est-à-dire que il était totalement, certainement dans l'erreur sur énormément de choses, mais il était rigoureusement sincère. Et Félix n'a pas hérité de son frère, il s'est pas enrichi pendant la Révolution, et il est mort avec le même capital qu'il avait avant, c'est-à-dire pas grand-chose. Il a réussi. Alors, à quoi a servi pour la famille de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau tout cet engagement qu'il a eu en faveur de la Révolution? Eh bien, c'est que lui, il n'a pas été exproprié. Il a sauvé son château, il a sauvé ses terres. Et à l'heure actuelle, eh bien, enfin, pas à l'heure actuelle, puisque Jean d'Ormesson a vendu la propriété à un monsieur au demeurant fort sympathique, il s'appelle Michel Guyot, qui est un de mes voisins, qui a racheté ce château qui était absolument impossible à entretenir avec l'argent d'un ménage ou d'un particulier. Donc il est de fait que Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, par cette attitude, a au moins sauvé son patrimoine. Mais bon, ça a été bon pour qui? Ça a été bon pour lui, pour son patrimoine, pour sa fille Suzanne, qui a hérité de l'intégralité. Et Félix n'a pas touché un sou de l'affaire. Donc voilà, la Révolution, ça a été beaucoup des corrompus, mais des corrompus de manière abominable. Et Félix Lepelletier n'en a pas été, et Robespierre, voilà, je vous le dis, il n'en a pas été non plus, il n'a pas touché un sou. Alors, quand je vous dis que Michel Lepelletier a en fait surtout sauvé son domaine, je vais vous dire une lettre qu'il a écrite au début de la Révolution à son intendant sur place. Il a dit « Ayez soin de me faire aimer et désirer de la classe nombreuse, c'est-à-dire des ouvriers, en leur faisant sentir que ma présence les fera travailler et gagner de l'argent. » Pas bête. Des marchands. Parce que très riche comme je suis, je ferai beaucoup de consommation pour le pays. Des pauvres, en leur donnant pour mes blés des préférences au marché. Ayez bien soin de répéter souvent
dans le pays m'a conduite à l'Assemblée nationale. J'y ai toujours défendu le peuple, et c'est moi qui ai fait le premier l'abandon des privilèges pécuniaires, et dès les derniers mois de 1790, au profit des anciens taillables, que j'y suis honoré et considéré comme ayant toujours été du bon parti. Vous parlerez de ça sans affectation, ne point chasser, ni laisser chasser les gardes, et laisser chasser ailleurs qui voudra. Voilà un monsieur très habile. Est-ce qu'on peut lui faire un crime d'avoir sauvé son patrimoine? Non, mais il a quand même laissé la tête. Voilà. Il a été écrit sur le fameux tableau qui a disparu, « Je vote la mort du tyran ». Voilà. Louis XVI était le tyran. C'est un des multiples mensonges de cette horreur. Je ne vois pas entre quelle heure et quel jour Louis XVI a pu se comporter comme un tyran. Enfin, je cherche encore. En fait, le roi a été renversé par un coup d'État. Qu'est-ce que c'est que la convocation des États généraux? C'est le roi qui veut entendre les doléances de son peuple. On lui envoie une série de gens qui disent le peuple c'est nous, et nous on veut une constitution. C'était pas marqué dans les cahiers de doléances que les gens voulaient une constitution. C'était pas marqué. Ils sont pas venus pour ça. Et comme dit mon ami Étienne Chouard, quand le peuple veut qu'on ait une constitution, ben, il organise une constituante, et puis c'est lui qui va l'écrire. Et c'est pas ça qui s'est passé. Donc vraiment. J'ai lu, mais y compris quand j'étais à la fac, hein, parce qu'il y a la version de l'histoire telle qu'elle est présentée aux jeunes des lycées, et puis il y a la vraie histoire, celle qu'on fait à la faculté. J'ai entendu quand même à la fac que le roi refusait la représentation nationale. Mais la représentation nationale, elle n'était pas la représentation nationale. Les gens qui sont venus aux étages, enfin les délégués des États généraux qui sont venus rencontrer le roi, sont venus lui porter les doléances du peuple. Et les doléances du peuple n'ont pas dit qu'ils voulaient une monarchie constitutionnelle et qu'ils ne voulaient plus de l'absolutisme royal. Ça, c'était pas marqué dedans. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fameux tyran a été renversé par un coup d'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Le procès du roi s'est fait dans un climat de peur et de terreur généralisée. Je crois savoir que le propre cousin du roi, c'est-à-dire le duc d'Orléans, lui ne voulait pas voter la mort du roi. Et il y a été obligé. On est venu le chercher. On est venu le chercher. On lui a dit maintenant tu vas aller voter. Il est parti entre 4 types, 2 devant, 2 derrière, qui ont fait certainement ça pour lui expliquer ce qu'il allait se passer s'il ne voulait pas. Donc le vote n'était absolument pas libre. Et il est de toute évidence, je peux me tromper, mais je ne pense pas, qu'on comptait sur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau pour sauver la couronne. Et que voilà comment ça s'est, voilà comment il ne l'a pas fait. Donc en fait, c'était un libéral, un adepte des théories physiocratiques. C'était un libéral, c'était un homme des Lumières, comme on dit. Voilà. Et il n'a pas survécu à sa vilainie. Toute l'histoire qu'on raconte sur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau de la mort du roi, c'est un tissu de mensonges. Je vous ai extrait cela, on pourrait en parler pendant des heures. Et je vous assure que quand j'ai commencé cette recherche, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Mon éditeur m'avait demandé de faire un travail sur la disparition du tableau, sur le mystère de la disparition du tableau. Et j'ai dit, je vais faire également un travail sur le mystère de la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Et alors ces mensonges continuent de circuler. Je veux dire, le culte à Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, il continue. J'ai eu pas mal de discussions sur la toile, hein, parce que j'ai déjà fait un article sur ce plan d'éducation. Et il y a des gens très très sincères qui me disaient, mais enfin Marion, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est-à-dire que les gens ressortaient du plan de Michel Lepelletier toutes les déclarations d'intention qui étaient magnifiques et ils n'allaient pas voir à la fin ce qui se passait. Oh, incidemment, j'ai oublié de vous dire concernant son plan d'éducation, les enfants, une fois qu'ils avaient travaillé, nourri les autres, fait le ménage et fait les répétitions et fait de l'entraînement militaire, ils prenaient prendre en charge intégralement tous les vieux de la commune. C'est-à-dire que la maison de retraite serait organisée dans les locaux de l'école, pris en charge par les mêmes élèves et au même régime alimentaire. Bravo la Révolution. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur Michel Lepelletier. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Et si vous voulez qu'on en parle ou qu'on parle d'autres sujets connexes, je suis à votre disposition. Voilà.